Alors, passons à l'Afrique. Je ne sais pas si je vous donnais le mode d'emploi de Bruno Parmentier. Je ne suis pas complètement cynique, juste un petit peu. Ça le fait avec plaisanterie, mais c'est vraiment des choses très graves dont je vous parle. Bon, alors, parlons d'Afrique. Mais pourquoi on nous bassine avec la faim en Afrique, en fait? Mais attendez, l'Afrique, c'est un continent vide. Il n'y a personne en Afrique. L'Afrique, c'est des déserts de la forêt vierge. Il n'y a personne. Donc, pour le moment, mais attendez, on n'a rien vu. Comme il y a très peu d'Africains, il y a très peu d'Africains qui ont faim. Attendez, il y a plus de gens qui ont faim dans un seul pays là que dans tout un continent, l'Afrique. Bon, attendez, ça va? Ah oui, mais regardons de l'autre côté. Dans ce continent vide où il n'y a encore personne, c'est 40 à 60% de la population qui a faim. Ah ben attendez, ça commence vachement mal. Mais oui, ça commence seulement. Parce que les Africains, ils n'ont pas commencé à faire des enfants. C'est maintenant qu'ils commencent. Faire des enfants, ça se fait par continent. Le bon Dieu, dans sa grande sagesse, a dit, au 19e siècle, les Européens, allez-y. Donc on s'est mis à faire des enfants. Puis au bout d'un moment, ça nous a calmés. Alors le bon Dieu a consulté ses fiches, a dit, bon, maintenant, aux Asiatiques. Donc c'est les Chinois, les Hindous qui ont fait des enfants. Puis notamment en Chine, ça commence à se calmer. Donc le bon Dieu reprend ses fiches, il dit, maintenant les Africains. Les Africains vont faire au XXIe siècle ce que nous avons fait au XIXe et ce que les Asiatiques ont fait au XXe. C'est-à-dire, ils vont commencer à avoir des infirmières pour que les enfants meurent moins, à garder un peu leurs vieux, mais en attendant, on continue à faire des enfants parce qu'on n'a pas d'allocation familiale. Et donc quoi, au fait? Avez-vous vu des politiques d'enfants uniques en Afrique, au fait, vous? Non. Donc on est bien d'accord. Si maintenant ils arrêtaient de faire des enfants, la population doublerait. Comme ils n'arrêtent pas, ben, la population va tripler. C'est mathématique, ça. Ah d'accord. Il y a 800 millions d'Africains noirs, oui. Et donc, en 2050, il y aura 2,4 milliards. Il y aura plus d'Africains noirs que de Chinois en Chine, plus d'Indiens en Inde aujourd'hui? C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Ben oui. Comme ils n'agissent pas au début, ils laissent faire. Excusez-moi, hein, mais dur de parler du problème du monde. Ils laissent faire, ça veut dire quoi? Ben, le sida, par exemple. Le sida, 200 millions d'Africains de moins. Enfin, c'est pas 200 millions de morts, hein. Mais comme le sida tue des gens très jeunes, ben, ils n'ont pas le temps de faire des enfants. Donc ils n'auront pas de petits-enfants, ni d'arrière-petits-enfants. Total, moins 200 millions. Le paludisme, pas mal non plus. Toutes les maladies infantiles. Les guerres, pas mal non plus. Les révolutions, les famines. Et les démographes nous disent cette chose inouïe. La population africaine va doubler. Ben oui, je veux qu'elle double. S'il n'y avait pas les famines, les guerres et la mortalité infantile, elle aurait triplé. Donc, doubler, c'est quoi qu'il arrive. Autrement dit, il y a 800 millions d'Africains noirs aujourd'hui, il y en aura 1,5 milliard en l'an 2050. Il y a 300 millions de Nord-Africains aujourd'hui, il y aura 500 millions en 2050. Sur le continent africain, il y aura 2 milliards de gens en 2050, et pour le moment, il y a 40% des gens qui ont faim. C'est très très mal parti. Mais c'est tout près, hein. On traverse la ville et on y est quasiment. Autrement dit, nous allons vivre au XXIe siècle, avec juste là, à nos portes, un continent où il y aura 200, 300, 400, 500, 600 millions de gens qui auront faim. On n'a pas fini d'entendre parler de terrorisme, d'immigration sauvage, voilà. Parce qu'il y a quand même une autre loi de l'histoire de l'humanité. Excusez-moi, c'est vachement gai, hein, comme... même le crève-la-faim peut se payer une Kalachnikov. Autrement dit, ça nous intéresse que les Africains mangent. Parce que, je vais vous dire, même si nous, ça ne nous intéresse pas, il y a des choses qui s'intéressent à nous. Voilà, ça c'est le XXIe siècle. Voilà, la faim dans le monde, vous l'avez là. Donc pour le moment, c'est l'Asie, bientôt, c'est l'Afrique. Bien, et alors, ça c'est une chose pour remettre les idées en place. Qu'est-ce qu'ils font comme métier les gens qui ont faim, en fait? Ben, producteur de nourriture, paysan. Non, attends, faut qu'on m'explique, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je me faire manger. Ben, au moins tu manges. Ben non. Ceux dont c'est le métier de se faire à manger, déjà, ils n'arrivent pas à manger. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'agriculture.
La moitié des gens qui ont faim dans le monde, c'est des petits paysans. Attendez, c'est pas fini. Encore 20% des paysans sans terre, c'est les ouvriers agricoles, plus 10% des éleveurs, nomades, pêcheurs, cueilleurs. 80% des gens qui ont faim dans le monde, qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Je vais me faire manger. Attendez, il y a des règlements majeurs dans l'agriculture mondiale, c'est pas possible. D'autant plus que les 20% suivants, ceux des bidonvilles, pourquoi ils sont dans les bidonvilles au fait? C'est sordide les bidonvilles. Pourquoi les gens quittent la campagne pour aller à bidonville? Ben, on y mange. Quand ils en ont vraiment assez de crever de faim à la campagne, ils vont dans le bidonville. Autrement dit, il faut quand même revisiter l'agriculture mondiale en disant c'est pas possible que les gens dans ce métier de se faire à manger ne peuvent pas déjà manger. Bien. Alors du coup, voilà, j'ai inventé la loi Parmentier-Bruno. Je vous avouerai que j'ai eu une enfance, une adolescence difficile parce que mon nom est quand même très honorablement connu. Hein, Parmentier. Ah, je ne l'ai jamais appelé. Hein, je vais dire Parmentier comme le chic, comme on rigole. Non, Parmentier c'est bien, mais au bout d'un moment, on grandit, on se dit mais j'aimerais me faire un prénom. J'ai mis 62 ans pour me faire un prénom. Fallait trouver. Hein. Alors j'ai trouvé la loi Parmentier-Bruno. La loi Parmentier-Bruno dit, quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 850 millions de crèves la faim. Il fallait avoir l'esprit tendu. Bon, je vous l'explique. On se compte sur la planète. En 1900, on n'est qu'1,8 milliard. Et à ce moment-là, la planète, elle est divisée en deux. Le nord, le sud. Les colonisateurs, les colonisés, ceux qui mangent, ceux qui ont faim. 900 millions de gens qui mangent à leur faim, 900 millions de crèvent la faim. Bien. Le XXe siècle peut commencer. Le XXe siècle, je vous rappelle, le truc essentiel, c'est qu'on se reproduit. Alors, au début du siècle, je ne sais pas si les gens étaient plus irresponsables ou plus prudents, ils ont dit, ben, au rythme où on se reproduit, il faudrait avoir à faire une purge. Alors, on fait une purge entre 1914 et 1918, vous vous souvenez? Et puis, non, c'est pas ça. Je vais en faire une vraie, entre 1939 et 1945. Et puis en 1950, on se compte de nouveau et on dit, bah, malgré les deux purges, je t'ai rajouté 1 milliard de gens. On est 2,8 milliards. Et là, il y a cette chose assez étonnante. En 1950, il y a 2 milliards de gens qui mangent et 800 millions de gens qui en font. Ça doit être une coïncidence. Bon, alors, deuxième partie du siècle, ça c'est nous. Je ne sais pas combien vous en avez fait. Moi, j'ai fait 4 fils à moi tout seul, hein, enfin, avec mon épouse. Ah ben, vous aussi, j'imagine. On a rajouté 3,5 milliards de gens, quand même, là. En 50 ans, ah ben, on a travaillé nuit et jour, nous, hein, c'est pas pareil. Donc, en l'an 2000, on est 6,3 milliards. Et là, il y a cette chose incroyable. Il y a autant de gens qui ont faim en l'an 2000 qu'en l'an 1900. Attendez, ça peut pas être une coïncidence. Ben non, c'est pas une coïncidence, c'est une loi, la loi Parmentier-Bruno. Quel que soit le nombre de gens sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Alors, c'est quand même intéressant de regarder ça. Parce que on peut le regarder de façon positive. Bravo les agriculteurs, quand j'ai dit vous avez quand même assuré sur ce coup-là, vous avez réussi à nourrir 4,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. Ben bravo. Alors maintenant je vais vous le faire fonctionnaire des Nations Unies. Je fais ça depuis 5 ans et puis alors c'est fou parce que maintenant ils m'imitent. Ils osent. Ils disent, avez-vous remarqué que le pourcentage de gens qui ont faim ne cesse de décroître, preuve du bien fondé de notre action. Ben, c'est vrai. Je voulais que je vous dise. On est passé de 50% à 12,5%, rien à dire. Alors maintenant, je suis sûr que vous l'avez entendu, il y a des tiers-mondistes dans le coin. Non mais vous avez vu ça? Non mais c'est un scandale, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, il y a autant de gens qui ont faim qu'il y a 100 ans, on se bouge les fesses là, enfin. Vous l'avez entendu? Bien. Ben, même les gouvernements l'entendent. Donc en l'an 2000, ils ont dit oui, ça fait des ordres. Allez, on va faire un geste pour la planète, qu'ils disent. Ils ont appelé ça les objectifs du millénaire. C'est beau, non? Alors, ils ont dit, ça a discuté, hein. Il y a 800 millions de gens qui ont faim, on en veut 400. Tiens. Ah, j'avoue, là, déjà, ils m'ont bluffé, parce que ça tombait juste. Moi, je pensais qu'ils diraient 412 538 925. Non, 400. Bon, je sais bien. Ils ne se sont pas mouillés, ils n'ont pas dit où ils les mettaient. Hein. Non, ils ont dit non. 400 millions de gens qui ont faim, c'est bien. Bon, ben, si tu le dis. Prévoir un petit délai quand même. Hein.
Petit délai, 2015. Il pose pour la photo les objectifs du millénaire, 400 millions de gens qui ont faim en 2015. Bon, et puis chacun part chez soi. Vous vous rappelez, on est en l'an 2000, il y a le temps. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, il y a le temps, il faut que je m'occupe de Carla, tout ça, bon, 2006, 2007, tiens. 2007, vous vous souvenez? Jolie petite augmentation du prix des céréales, émeute de la faim dans 36 pays, et c'est là que j'ai connu monsieur. Monsieur est unique au monde, il habite à Rome. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Je compte les gens qui ont faim. Ah ben, il n'y a pas de sous-métier. Monsieur, comme métier, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les gens qui ont faim. C'est un métier héréditaire, hein, son grand-père le faisait, son arrière-grand-père. C'était un peu lassant, parce qu'il comptait, il disait 850 millions. Ah ben tiens, comme d'habitude. Ah mais, sauf en 2007. Alors là, en 2007, on sent comme un mouvement. Ah ben oui, on commence 2007, 850 millions, on rajoute 70 millions d'un seul coup. 2007, c'est une année record pour la faim. L'année de plus grande croissance de la faim dans le monde. 920 millions. 2008, Lehman Brothers, tout ça. Monsieur continue à compter, il n'y a qu'un seul emploi, on ne va pas le licencier. Il dit 50 millions de plus, ça faiblit. 980 millions. 2009. Alors là, monsieur dit, je vais vers l'histoire. Mes arrière-petits-enfants apprendront avec fierté mon nom. Ah ben attendez, ah ben il y a un truc qui n'est... Ça n'était jamais arrivé, même pendant les guerres mondiales. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, même pendant les guerres mondiales, le nombre de gens qui ont faim dépasse le milliard. Non, c'est pas ça vraiment. Le nombre de gens qui ont faim dépasse le milliard et tout le monde s'en fout. C'est ça l'important. Et tout le monde s'en fout. Alors... Mais attendez, les objectifs du millénaire, c'est foutu, hein? Terminate. Bon. Alors le problème, c'est que je vous rajoute 2,6 milliards de gens de plus, hein, quand même. Surtout chez les pauvres et les crèves la faim. Donc, il y a une question légitime que je pose, est-ce que la loi Parmentier marche? Autrement dit, en 2050, vous en voulez combien de crèves la faim, vous? Parce que... Allez, on va relire nos classiques, les yeux. Vous vous souvenez le sapeur Camembert, grand philosophe devant l'éternel? Le sapeur Camembert nous a quand même légué une pensée d'une sagesse inouïe. Au-delà des bornes, il n'y a plus de limite. Donc on a franchi le milliard de gens qui ont faim dans l'indifférence générale. Bon maintenant, pourquoi pas 1,5 milliard? Pourquoi pas 2 milliards de crèves la faim? Pourquoi pas 2,3 milliards? Alors là, je vais vous faire une confidence. Je ne fais pas des conférences qu'aux chambres de commerce. J'en fais aussi à l'école de guerre. La première fois, ça m'a vachement impressionné, tous ces gens d'uniformes, grades, de trucs. Et vous savez ce qu'ils me demandent, ces colonels et ces généraux? Monsieur Parmentier, ils vont y arriver les paysans ou pas? Ah ben dites-le nous, parce que sinon c'est nous qui reprenons la main. Les deux plus vieux métiers masculins du monde, paysans militaires, sont de nouveau à touche-tous. Alors je vais vous dire, si vous avez des petits-enfants, il faut bien réfléchir. Si vous pensez que les paysans vont y arriver, envoyez-les, faites des études à l'école supérieure d'agriculture d'Angers ou à l'école de Rennes. Si vous pensez qu'ils n'y arriveraient pas, envoyez-les tous à Saint-Cyr-Coët-Quidan. Il n'y a pas d'autre choix. Vachement bien. Bien. Fin du premier chapitre. Alors, on a du mal à produire de quoi manger. Il y a un truc qu'on sait faire, c'est gâcher. Ah oui, ça, on est assez bon dans le gâchis. Enfin, vous avez certainement lu des articles de journaux là-dessus. On se décarcasse pour vous faire à manger, les paysans, et on jette le tiers de la récolte mondiale. Si c'est pas beau, ça. Le tiers? Oui, le tiers. Le tiers? Oui, le tiers. Bon, alors. Deux écoles dans le gâchis. L'école du Sud, l'école du Nord. Alors, l'école du Sud, allons-y. L'école du Sud, c'est des gens assez partageux. Ils récoltent, puis ils disent, bon, ça je donne pour les rats, ça je donne pour les oiseaux, ça pour la pourriture, ça pour le vent, pour les voleurs, et moi je me garde ça. C'est pas beaucoup ça, ben pourquoi tu crois que t'as faim? Ça c'est quand même inouï. Ça fait 60 ans qu'on dit qu'on aide les pays africains. Attendez, moi je pose une petite question. Où sont les silos? Ah ben c'est ça qu'il n'y a pas. On veut aider ou pas? Attendez, l'Afrique a toujours produit assez de nourriture
pour nourrir les Africains. C'est juste mal réparti, c'est tout. Depuis 5 ans, il ne pleut pas en Afrique de l'Est. Donc, de la Somalie, du Kenya au Niger, on a faim. Mais en Afrique de l'Ouest, ça va. Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça va. Oui, mais il n'y a pas de silo. Enfin, je vous rassure, s'il y avait des silos, il n'y a pas de camions. Je vous rassure, s'il y avait des silos et des camions, il n'y a pas de route. Et je vous rassure, s'il y avait des silos, des camions et des routes, c'est bourré de pirates entre les deux. Donc il n'y a pas de danger que le rap du Sénégal aille au Kenya. Mais ça marche dans les deux sens, parce que dans 2 ans, mettons qu'il y a une petite pluie sympathique au Kenya et puis un ouragan au Sénégal. Ça marche dans les deux sens. Alors moi, de temps en temps, quand je vois des politiciens, je leur dis, mais on pourra peut-être faire un truc, les aider à stocker ce qu'ils produisent. Des silos, des tanks à l'air réfrigéré, énergie solaire, ça ne peut pas faire de mal. Bon, enfin, les gens solaires, nous, ça va, on a nos silos, on a nos tanks à l'air réfrigéré. Non, nous, on est des gens sophisticated, donc on gage sophistiqué. Non, nous, on rajoute du salaire, des charges sociales, du transport, de la publicité, de l'emballage, du loyer, avant de jeter. Ben, nous, c'est pas pareil. Par exemple, vous mangez des yaourts? Ouais. Avez-vous remarqué que M. Danone, il essaye de nous vendre des yaourts par 16, ou par 8, ou par 4. Dans ce pays, on ne peut pas acheter moins de 4 yaourts. C'est quand même inouï. Et au fait, quand on achète 4 yaourts, on en mange combien dans ce pays? Ben 3. Ben 3, et le 4e? Ah ben, je suis parti en week-end, la date était dépassée. On jette le quart des yaourts produits dans ce pays. Oh, pas vous, les autres. Tiens, entre parenthèses, ça peut être petite. Allons visiter une usine de yaourt, il y en a plein dans le coin. Pendant que le travailleur travaille le lait pour faire le yaourt, le cadre, celui qui va à la chambre d'agriculture, il réfléchit. Donc, d'en bas, ils lui disent, bon, je fais les yaourts pour quand? CAEN. Quelle date je mets? On est le combien là? On est le 3 juillet? Bon, eh ben, mais-y, 1er août. Bon, ensuite il continue, puis il dit, ben, je l'ai fait pour Pointe-à-Pitre. Ben, mais-y, 1er septembre. Ah ben d'accord. Ah ben attendez, il y a au moins un truc qu'on peut comprendre. Nos yaourts, on peut les manger déjà 4 semaines après la date. Ah ben le yaourt c'est un truc magique. Plus ça vieillit, plus c'est acide. Plus c'est acide, moins il y a de microbes. Enfin, les yaourts qui ont été conservés au frigidaire. Ah ben ça évidemment vous le dites pas. Bon, pardon. Bien. Alors, pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, oui, si, vous avez un petit devoir pour ce soir. Enfin, fallait pas inviter le directeur d'école. Hein. Vous voulez pas, en revenant chez vous, ouvrir le frigidaire? Vous savez, le truc où on met beaucoup d'énergie pour stocker toute la semaine, ce qu'on jette le dimanche soir ou le jour du départ en vacances. Juste pour voir ce qu'il y a dedans. Non, vous n'êtes pas conscient de la. Bon, c'est les autres, les Américains par exemple. Ça, c'est ce que jette une famille américaine en un mois. C'est pas ce qu'ils mangent, hein. On est bien d'accord, c'est ce qu'ils jettent. Hein. Le gâchis, c'est 1,3 milliard de tonnes. 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetée chaque année. Oh, ben on est bon en gâchis. Rappelez-moi combien il y a de crève la faim, 850 millions, on peut peut-être marier les deux chiffres. Enfin, moi, ce que je dis. Bon, alors maintenant, la partie la plus difficile où je regarde l'issue de secours, tout ça. Dans les zones d'élevage, est-ce qu'il y a un végétarien dans la salle? Une végétarienne? Pas beaucoup de végétariens parmi la chambre de commerce. Bon, d'accord. Vous en connaissez? Le beau-frère avec ses dreadlocks. Bon, allez, le beau-frère avec ses dreadlocks, on va le laisser tranquille. Il y a beaucoup de végétariens sur Terre. Hein. Il y a 3 milliards de gens sur Terre qui sont trop pauvres pour s'acheter de la viande. Ben, qu'est-ce qu'ils mangent? Des végétaux. Ça s'appelle comment des gens qui mangent des végétariens? Donc c'est intéressant de savoir ce que mange le beau-frère avec ses dreadlocks et 3 milliards de gens. Ben, ils mangent des céréales qui tiennent au corps. Bon, ce chiffre, excusez-moi, on m'a coupé le bout de l'image, mais enfin, je connais les chiffres. 200 kilos de céréales par an. Bien. Alors maintenant, revenons voir, il s'ennuie. Monsieur Lin, avant c'était 200 kilos de riz, maintenant c'est 200 kilos de riz, plus poulet, lapin, cochon. Monsieur Ramonsoir, c'était les lentilles, maintenant c'est lentilles plus yaourt. Ah ben oui, quand on passe de végétarien à carnivore, on mange tout ce qu'a mangé l'animal qu'on mange.
Donc c'est un peu plus. Un peu combien 4 fois plus. Quand on est végétarien, on consomme 200 kg de céréales par an. Quand on est carnivore, 800. Ah oui, d'accord. Ah ben quand il y a des centaines de millions de personnes, ça se voit à l'œil nu. À l'œil nu. Voilà, alors... voilà. J'arrive à un âge canonique, c'est bientôt mon anniversaire, et j'ai un petit problème existentiel. Parce que, je vais vous avouer tout, je viens de finir mon 6e bœuf. J'hésite à attaquer le 7e, parce que je vous rappelle qu'un Français dans sa vie, ça se siffle 7 bœufs. Ah, quand même! Quand on regarde comme ça les yeux, oui, 7 bœufs chacun. Ah, quand même! Enfin, je suis dans une... j'aime bien la vache, je ne suis pas une fixette sur le bœuf. Un Français, c'est 7 bœufs, plus 33 cochons, plus 9 chèvres, 1300 poulets, 60 lapins, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. La gastronomie française est arrivée. Ah, je ne sais pas si vous avez regardé la gastronomie française comme ça. Elle interpelle un petit peu au niveau de son vécu alimentaire, non? 2 fois plus de viande et de lait que grand-père, hein? Actuellement, 85 kg de viande, 90 kg de lait par tête de pipe. Quand je dis ça, les gens commencent à calculer. 85 kg de viande, c'est beaucoup quand même, non? Attendez, n'oubliez pas la lasagne au cheval roumain, c'est aussi de la viande, hein? Et 90 kg de lait, c'est pas juste du lait, c'est camembert, etc., beurre et lévire, tout le reste, hein? Y a pire que nous, les Américains, 125 kg. Non mais attendez, le problème du monde, il est là. Les Chinois. Quand ils étaient que 700 millions, ils se sifflaient que 14 kilos. Maintenant qu'ils sont 1,3 milliard, 60 kilos, ah ben oui, ça se voit à l'œil nu, hein, la pollution sur la planète. Heureusement, les Indiens ont encore la religion et les Africains ont encore la pauvreté. Bon. Mais pour le reste... alors, le problème, c'est, je vais vous dire, grand-père, dans les années 50, c'était 40 kilos de viande. Arrière-grand-père, dans les années 30, c'était 25 kilos de viande. Donc moi, le 5e bœuf, j'ai rien à dire. Ben, on vit quand même 15 ans de plus que grand-père. Le problème commence au 6e. Au 6e bœuf, comme vous l'avez remarqué, les artères commencent à s'encrasser. Et alors, au 7e, c'est pour ça que j'hésite. Il y a tous des règles. Le cœur, le poumon, le foie. Bon. Et donc, finalement, c'est pas si bon pour la santé de manger autant. Allez, je vous propose un programme très ambitieux. 5 bœufs, plus 25 cochons, plus 800 poulets par tête de pipe. Ça va quand même, non? Ça va? Parce que c'est vrai que c'est difficile de dire ça à des coopératives d'éleveurs, hein. Mais je leur dis, mais attendez, regardons les chiffres. En 1960, on est 3 milliards de bipèdes, et pour les nourrir, 7 milliards de bestiaux. Aujourd'hui, on est 7 milliards de bipèdes, et pour les nourrir, 20 milliards de bestiaux. Si on veut que tout le monde mange comme un Français, puisque c'est normal, la gastronomie française, quand on sera 9 milliards et demi, il faudrait 40 milliards de bestiaux. Alors, on a beau pas être trop malthusien, 40 milliards de bestiaux. On va les mettre où? Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Au bout d'un moment, on se dit, on va bien arriver à une limite naturelle. Et donc peut-être on peut accélérer les choses. Nous, on peut dire, allez, revenons à des choses raisonnables pour soigner notre petit cœur et nos petites artères, pour permettre aux Africains la politique d'Henri IV. Allez, un poulet par famille africaine tous les dimanches, quand même, on va pas... Ben oui, mais c'est compliqué quand même à faire. Et du coup, c'est très compliqué à organiser. Vous avez vu la manif à côté, là, des bonnets rouges. Ben oui, qu'est-ce que c'est qui nous a pris de penser qu'on va continuer à importer du maïs du Brésil et du soja d'Argentine pour faire du poulet pas cher, pour le vendre congelé à l'Arabie Saoudite, avec des subventions européennes. Au bout d'un moment, l'Europe a tiré 5 ans avant en disant j'arrête les subventions. Mais surtout, ce qui change, c'est que les Brésiliens ont dit attendez, je suis capable d'organiser une coupe de foot, c'est pas très compliqué finalement de faire du poulet. Attendez, c'est mon maïs et mon soja, je vais faire mon poulet, et puis le poulet congelé, pour l'Arabie Saoudite, c'est moi. Et vous savez, moi quand j'étais jeune,
C'était pas en Bretagne qu'on cassait les préfectures, c'était à Narbonne et à Carcassonne, c'était les viticulteurs. Ah mais c'était les machos, hein. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, grand-père, il aimait bien le litron. Dans les années 50, 140 litres de vin par tête de pipe, bonne sœur et curé compris. Aujourd'hui, 43 litres. Ah ben 43 litres, c'est pas pareil que 140. Alors au début, ils ont tout cassé, les préfectures et tout, et puis au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les viticulteurs? Ils ont dit, t'en veux moins? Ce sera que du bon, que du cher. Et c'est quand même un événement inouï de penser que même à Carcassonne, il y a du bon vin maintenant. Enfin, pour les gens de notre génération, c'est quand même inouï. Bon, ben, c'est ce qu'on commence à voir dans l'élevage. Donc au début, on casse tout. Mais pendant que M. Doux faisait faillite, moi j'ai été faire une conférence dans la Bresse, le poulet de Bresse, nous ça va. À louer, j'en dis nous on n'a qu'à nous louer du poulet de louer. Donc c'est pas pareil de faire du bas de gamme et puis du haut de gamme. Quand en Normandie on convoquait la presse pour balancer le lait comme ça sur les routes, ben, moi j'ai fait une conférence en Franche-Comté, ils m'ont dit ben, dans le comté ça va, de quelle crise du lait vous nous parlez? Autrement dit, le problème, c'est un problème énorme de mutation de l'élevage, moins que du bon que du cher. Et donc ça, et déjà pour commencer, on ne va élever en Europe que les animaux qu'on peut nourrir avec les végétaux européens. Super facile à dire, pas si facile à faire. Bien, et surtout, alors là ça va encore plus décoiffer, on fait une petite, comment ça s'appelle, taquinerie, enfin ça y est, le mot m'échappe, on ne mange que des animaux à sang chaud. Mais l'animal à sang chaud, c'est un désastre, surtout l'hiver. Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il mange? Au lieu de faire de la viande, il se le chauffe. Mais attendez, du coup, la rentabilité de cette affaire, elle est très mauvaise. L'animal, au lieu de faire de la viande, il se chauffe. Et je ne vous parle même pas de la queue, de la peau, de tout ce qu'on ne mange pas. Autrement dit, ce taux de transformation végétale-animale, il est très mauvais parce que c'est des animaux à sang chaud. Grosso modo, il faut se rendre compte qu'il y a à peu près 4 kg de céréales dans un kilo de poulet, 3 quand on est très bon, 6 kg de céréales dans un kilo de cochon, et 11 dans un kilo de bœuf. Donc c'est dramatique. On ne va jamais y arriver. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si on passe aux animaux à sang-froid, gardons notre sang-froid. L'animal à sang-froid, à vue de nez, c'est bien plus rentable que l'animal à sang chaud, puisqu'il ne perd pas son temps bêtement à se chauffer. Alors, essayons de voir lequel. Alors, commençons petit. La crevette, ça va. Jusque-là, ça va. Après, ça se complique. La crevette, c'est génial. C'est les boueurs de la mer. Les boueurs de la mer. Tout ce qui tombe, ils les mangent. Les algues, ils mangent. Les poissons morts, ils les mangent. Les détritus, ils les mangent. C'est génial, la crevette. Le seul problème, c'est qu'il dit, oui, mais moi, je veux une eau à 27 degrés. Alors, pour faire de l'élevage de crevettes à Granville, j'ai cru comprendre que 27 degrés, c'est pas tous les jours. Mais attendez, Granville mer ou Granville terre? Attendez, avec les technologies actuelles, les bâtiments à énergie positive, comme on dit, ça existe. C'est très simple de faire un bâtiment où il fait 27 degrés dedans, bien isolé, énergie solaire, éolienne, géothermie, tout ce qu'on veut, ben ça y est. Ça commence à Roscoff. Roscoff terre, hein, pas Roscoff mer. Et donc, voilà, on commence à faire le premier élevage de crevettes tropicales à Roscoff. Ça a de la gueule, Roscoff, pour reconnaître. Hein. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, à votre avis, on fait ça en Bretagne ou en Alsace? J'ai dit, vous voulez rigoler ou quoi? La crevette d'Alsace, vous allez acheter ça, vous? Non, c'est forcément la crevette de Bretagne ou de Normandie. Bon, alors, attendez, c'est très simple. On fait un bâtiment à énergie positive, on met une centaine de bacs, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Une crevette, c'est tout petit. Mais une centaine. Comme ça, s'il y en a un qui est malade, on balance le bac au lieu de polluer les sangs. Et vous savez, une maman crevette, combien d'œufs elle pond dans sa vie? 16 000 œufs. Et donc, bah, tout le monde s'est excité, l'IFREMER, l'université, le CNRS et tout, pour faire la super crevette. C'est 16 000 œufs, super classe. Et bientôt, sur vos tables, la crevette de Roscoff. Bah, c'est génial. Et qu'est-ce qu'elle va manger, la crevette de Roscoff? Bah, en haut, micro-algues. Hein?
Soleil, on transforme, au sens strict, le soleil en crevette. Bah, de toute façon, vous avez remarqué, les Bretons, ils sont assez forts en algues. Hein. Donc, il faut leur trouver tant qu'à faire un débouché. Et puis ensuite, les têtes des poissons, des conserveries. Et puis ensuite, les épluchures des choux. Donc, vive les crevettes. Alors ensuite, le poisson. Le poisson. Bon, alors là, en Normandie, c'est compliqué aussi. Pas du poisson de la mer, quand même. Non, mais vous avez vu le débat entre les pêcheurs et l'Europe. Est-ce qu'on les arrête à l'avant-dernier poisson ou est-ce qu'on les laisse prendre le dernier? Mais attendez, s'il y a un truc qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y aura plus de poissons dans la mer en 2050. C'est pas la peine de se voler la face. Quand on y réfléchit, le pêcheur, il n'a jamais que 3000 ans de retard sur l'éleveur. Hein. Ça fait quand même 3000 ans que l'éleveur, il a dit, qu'est-ce que c'est fatigant de courir derrière les sangliers si j'élevais des cochons? Mais le pêcheur, il dit, mais non, mais moi ça me fait prendre l'air, j'aime bien courir derrière le poisson. Bon, si tu veux. Mais 3000 ans sont passés. Maintenant, il court derrière le poisson avec les technologies de l'armée américaine. Mais attendez, imaginez que dans nos forêts, on mette l'armée américaine à chasser le sanglier. À votre avis, il y aura encore des sangliers? D'autant plus que dans la mer, il n'y a pas de policiers. Nos policiers, ils sortent à 200 km. Quand on est à 800 km ou 1000, il n'y a pas de policiers. Donc on rafle tout avec les technologies de l'armée américaine. À la fin, il n'y aura plus de poisson. Donc, si on veut du poisson, il faut l'élever. Ah oui, d'accord. Oui, mais pas du poisson carnivore. Par exemple, pas du saumon. Le saumon, là, quand vous débitez en tranches, là, il est d'élevage. Mais qu'est-ce qu'il mange, en fait? De la sardine et de l'anchois. On écluse les dernières sardines et les derniers anchois du Pacifique Sud pour nourrir le saumon de l'Atlantique Nord. Je vous rassure, quand on aura pris le dernier anchois, il n'y aura plus de saumon. Non mais attendez, si on veut manger du poisson, il faut élever du poisson herbivore. Alors, poisson herbivore, il est plein d'arêtes et il pue la vase. Ben oui, c'est ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui savent ce qu'ils veulent. Les Chinois. La moitié du poisson d'élevage du monde entier, c'est un seul pays, la Chine.